bien, bonjour à tous et bienvenue sur Eurogaming TV. Alors, vous le savez, en ce moment, il y a une réflexion au sein du gouvernement sur la place de l'e-sport. Et nous allons en parler ce soir. Mais avant ça, on voulait juste avoir un mot, une pensée pour les événements tragiques qui se sont passés à Bruxelles. Donc ici, on y pense et on est tous solidaires des familles et des victimes. Voilà. Donc, alors, ce soir, nous allons parler de différentes problématiques. Est-ce que l'e-sport est un jeu d'argent? Est-ce qu'il existe un statut de joueur e-sportif dans le droit français? Est-ce qu'il est adapté? Qu'en est-il de la diffusion de l'e-sport à la télévision? Et pour aborder ces sujets, nous avons donc les parlementaires qui sont venus. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement chacun? Alors, Jérôme Durin, sénateur de Saône-et-Loire. Et Rudy Sall, député des Alpes-Maritimes. Très bien, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour nous éclairer sur ces problématiques, eh bien, nous avons aussi accueilli Yvan Godet, qui est cofondateur de Canard PC. Bonsoir. Alors Yvan, toi tu t'intéresses aux jeux vidéo dans son ensemble, à plein d'aspects du jeu vidéo. Est-ce que l'e-sport, c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur? Alors particulièrement non. Nous, on ne suit pas l'e-sport au quotidien comme vous. C'est pas ni le mercato des équipes, ni les compétitions. En revanche, c'est vrai que moi, je m'intéresse depuis plusieurs années à l'industrie du jeu vidéo dans ses aspects plus généraux et plus structurels. Et je tiens une chronique sur la question dans chaque numéro de Canard PC. Et c'est vrai que cette problématique du statut de l'e-sport, telle qu'elle a émergé il y a quelques mois, elle est très intéressante pour moi parce qu'elle regroupe les questions récurrentes qui sont au cœur de l'industrie du jeu vidéo, des questions sociales, des questions économiques, évidemment, mais aussi des questions de propriété intellectuelle. Donc il y a là une convergence de toutes les questions qui sont intéressantes à étudier d'un point de vue plus général sur l'industrie. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et écoute, merci beaucoup. Moi, je pense que c'était important qu'on ait le regard de quelqu'un d'un peu extérieur à la scène e-sport, parce qu'on va avoir d'autres invités qui sont vraiment dans la scène e-sport. D'avoir ton regard, je pense que ça peut être très intéressant. Ah, il n'y a pas plus extérieur que moi. Et du coup, eh bien, merci beaucoup. Et alors, je vous propose de commencer en résumant rapidement la chronologie des événements. Donc, le 18, j'ai mes petites notes, le 18 janvier 2016, Manuel Valls émet une lettre de mission, donc vous missionnant d'une mission sur le sport électronique. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça a été très simple. Avec Rudy Sall, nous avons été désignés pour conduire cette mission. Nous avons eu la chance d'avoir à notre disposition un inspecteur général des finances, qui est donc de l'administration des finances à Bercy, et qui nous a aidés à organiser la mission, les rendez-vous, les consultations et tout ce qui s'en est suivi. Ok, donc vous avez rencontré des acteurs du milieu? Oui, on a rencontré plus d'une centaine de personnes, de très très nombreuses auditions toutes les semaines. On s'enfermait du matin au soir et on écoutait tout le monde. On écoutait évidemment tous les professionnels, bien sûr, mais aussi toutes les institutions, les ministres également, de façon à pouvoir nous faire une idée. Car nous ne sommes pas, nous non plus, des spécialistes au départ du sport électronique. On est totalement extérieur. On est parlementaire, on a des tas de sujets qui nous sont à traiter tous les jours, toutes les semaines. Mais en même temps, c'est intéressant de ne pas être des spécialistes parce qu'on arrive avec un œil neuf et on s'immerge complètement dans le sujet, on essaie de comprendre et surtout, in fine, on est là pour essayer de débloquer une situation parce que si le Premier ministre a créé cette mission, c'est qu'il y avait un blocage. Et donc, l'enjeu, c'est de débloquer la situation avec une lettre de mission qui parle de régulation d'un côté, mais de développement de l'activité de l'autre. Et je dois dire que le deuxième aspect nous a beaucoup intéressés. Et donc là, au final, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous allez rendre les résultats de votre étude? Où est-ce qu'on en est? Et qu'est-ce que cette étude va devenir par la suite? Alors, il y a un enjeu législatif, puisque le projet de loi porté par Axel Lemaire, République numérique, comportait un article 42, sur le développement des compétitions e-sport en France. Et ce projet de loi, comme tous les projets de loi, va passer maintenant au Sénat. Et il était important que la mission puisse rendre un certain nombre de conclusions sur les aspects législatifs pour pouvoir apporter les éléments de contenu, les amendements utiles avant avril, puisque c'est en avril que ce texte sera étudié au Sénat.
Donc la première conclusion de la mission, c'est ces éléments législatifs. Et puis, on a normalement 6 mois pour rendre notre rapport. Ça va jusque juin. En fait, fin avril, ça devrait être terminé. Et on pourra aussi sans doute proposer un certain nombre d'éléments sur l'environnement, l'écosystème de l'e-sport, qui ne sont pas que législatifs, mais sur ce que le gouvernement peut faire pour favoriser le développement de l'e-sport en France. En même temps, ce n'est pas nous qui allons rédiger la loi, ni l'amendement, ni nous faisons des propositions à la demande du Premier ministre. Le gouvernement va évidemment s'inspirer de ce rapport. Et nous avons aussi, la semaine prochaine, rendez-vous avec le rapporteur du Sénat qui a demandé à nous rencontrer parce que pour les travaux en commission au Sénat, nos collègues sénateurs vont probablement, là aussi, piocher dans le rapport pour essayer d'ailleurs de mieux comprendre la problématique du sport électronique et pour essayer d'avancer vers quelque chose qui puisse aller dans la bonne direction, c'est-à-dire celle que nous préconisons. Ce qu'on peut peut-être dire pour compléter ces quelques propos, d'abord c'est qu'on est très heureux d'être invité ici ce soir et que vous allez avoir une avant-première parce qu'en fait le pré-rapport, on ne le livre à la ministre qu'après-demain matin, au Meltdown d'ailleurs dans un lieu un peu symbolique. À la ministre Axel Lemaire, et qu'on a 11 propositions qu'on va décliner à la ministre. Alors ce soir, on ne vous dira peut-être pas tout, mais on pourra vous donner des éléments de contenu, un peu de philosophie du rapport. Super, on a hâte de vous entendre là-dessus, d'entendre les résultats de votre étude et de tous ces échanges que vous avez eus avec des membres de la communauté e-sport. Et je vous propose de commencer par le premier sujet, donc, qui est l'e-sport est-il un jeu d'argent? C'est sur toutes les lèvres. On entend mais oui, mais est-ce que c'est l'Argel qui doit légiférer le sport électronique? Est-ce que c'est un jeu d'argent? Donc c'est une problématique centrale. Et pour aborder ce sujet, je vous propose d'accueillir Kelly Marini, qui est donc directrice marketing de la Lyon e-sport. Oui, bonjour Kelly. Bonjour à vous. Alors Kelly, est-ce que tu peux te présenter et présenter la Lyon e-sport en quelques mots? Alors oui, tout à fait, je suis donc Kelly Marini, je suis une des représentants de Lyon e-sport. Je représente Nicolas Di Martino qui ne pouvait pas être là ce soir, qui est le président de l'association, que vous avez dû rencontrer d'ailleurs durant la Lyon e-sport. Tout à fait. Lyon e-sport, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une association 100% bénévole qui organise depuis déjà 5 ans des événements e-sport dans toute la France. Ok. Alors, et Kelly, je crois que tu avais une question pour les parlementaires. La question s'est beaucoup posée en France sur est-ce que l'e-sport est un jeu d'argent, un jeu de hasard? C'est une question importante puisque la réglementation autour des compétitions offline et online pourrait bouger. Du coup, est-ce que vous avez une réponse à apporter à cela? Oui, je crois qu'on a. Il y a plusieurs sujets qu'on va dérouler sans doute ce soir, qui structurent le développement, qui conditionnent le développement de l'e-sport en France. Et la question de l'organisation des compétitions même est la première des questions à résoudre. Aujourd'hui, les compétitions, elles sont de fait interdites. Les compétitions physiques, elles sont interdites parce qu'elles sont assimilées à des loteries. C'est une loi de 2014, la loi Hamon, qui a défini un certain nombre de critères qui permettent de dire si on est une loterie ou pas une loterie. Alors, c'est quoi les critères? C'est présence d'une offre publique, il faut que ce soit connu, une espérance de gain, quand on s'engage dans le jeu, on imagine gagner quelque chose, un sacrifice financier de la part du joueur, ça veut dire qu'on débourse quelque chose avant de jouer, et la présence, même infime, du hasard. Et tous ces critères-là, ils font de l'e-sport aujourd'hui une loterie, donc c'est interdit. Alors vous allez me dire, il y a des compétitions qui sont organisées, Lyon e-sport, mais c'est une tolérance administrative et judiciaire. Et pourquoi la démarche qu'on a conduite pour le gouvernement, ce n'est pas une démarche de régulation, d'empêchement, mais que c'est au contraire une démarche de développement? C'est qu'on ne peut pas imaginer dans un pays voir se développer un secteur avec une épée de Damoclès, une menace en permanence d'interdiction. Un jour, quelqu'un fait un recours pour un sujet ou pour un autre, le juge va dire écoutez, votre truc, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc, le premier objet de la mission, c'est de dire quelles sont les conditions par lesquelles on peut rendre ces compétitions légales. Et puis en même temps, si on veut que le jeu se développe, et si on veut que les compétitions se développent, et si on veut que des entreprises viennent investir dans ce type d'activité, il faut absolument que nous ayons une législation parfaitement claire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas attirer des investisseurs avec une législation inexistante et avec une activité officiellement interdite mais tolérée. Donc on a besoin d'éclaircir ce point et de dire que nous ne sommes pas dans une activité d'argent, dès lors que notamment le sacrifice financier n'est qu'une participation à l'organisation des manifestations, mais ne pèse pas dans le cash prize et dans le retour sur les gagnants.
Et donc, nous sommes là dans une activité spécifique sur laquelle nous avons l'intention, nous, de préciser les choses pour permettre officiellement le développement de l'e-sport dans notre pays. Alors, c'est ça le point important qui permet de distinguer une compétition e-sport d'un jeu d'argent. C'est la proportion du droit d'entrée dans le cash prize final. Ben, c'est celui qu'on a proposé parce qu'on aurait pu imaginer avoir une espèce d'agrément avant la compétition et avoir une autorité qui dit vous pouvez pas, mais c'était plus compliqué. Alors qu'en s'intéressant à la part de l'apport des joueurs qui va contribuer au cash prize, ça permet d'avoir une règle assez simple et assez pratique qui permet de définir si on est dans le jeu d'argent ou pas dans le jeu d'argent. Alors on a testé le modèle auprès des ministères concernés, l'intérieur, les finances. Globalement, tout le monde est convenu que ça marchait. Alors il faut que cette proportion soit importante. On aura plusieurs propositions qui seront dans le rapport, donc ça c'est pour Axel Lemaire en priorité. Mais globalement, on aura en gros 3 catégories de compétition et on passera ça au filtre de la part du coût d'entrée sur la part du... Alors justement, juste une seconde. Comment est-ce que les compétitions, donc offline, vont pouvoir prouver que le cash prize final n'est pas indexé sur le nombre d'entrées et sur le montant de l'entrée? Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que les compétitions doivent prouver, c'est bien ça, hein, si j'ai bien compris, qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien entre ce que les gens payent, s'il y a 100 joueurs qui payent 20 € l'entrée par exemple, et le cash prize final, donc 1 500 $. Comment est-ce qu'elle le prouve? Par un budget prévisionnel. Oui. En gros, ce qu'on a vu avec Rudy Sall pendant la mission, c'est que l'e-sport, in fine, on imagine qu'il va s'organiser à 2 vitesses. C'est-à-dire des compétitions locales. Il y a 700 000 tournois dans le monde. Il y a plein de compétitions locales, des bénévoles, des associations. Ceux-là, on ne va pas leur demander de donner des éléments rubis sur l'ongle. On sait que ça reste local. Et puis des grosses compétitions internationales avec des stars de l'e-sport, des sponsors. Donc on aura des ratios adaptés à chaque type de compétition avec une obligation de déclaration au préalable. Et le ministère de tutelle, c'est un sujet sur lequel on reviendra, l'autorité qui sera chargée de régler ça, appréciera le type d'événement a priori. D'accord. Franchement, ça ne semble pas être une difficulté parce que quand on a dialoguer avec les organisateurs de compétition, les choses sont assez simples en réalité, et on voit bien que la part du coût d'entrée est quand même participe aux frais d'organisation de la manifestation, mais seulement cela. Et franchement, je pense qu'on a réussi à surmonter ce problème. Alors juste pour que moi je comprenne bien et que les gens comprennent bien, une compétition qui n'a pas de droit d'entrée ne rentre de toute façon pas, dites-moi si je me trompe, hein, dans le cadre du jeu d'argent, parce qu'elle n'a pas de droit d'entrée. Non. Et si elle a un droit d'entrée et qu'elle est offline, il faut qu'elle justifie avec un budget prévisionnel que donc, son cash prize est indépendant du montant et du nombre d'entrées. En gros, il y aura 3 catégories. Il y aura le online gratuit, ça ne nous intéresse pas. Okay. C'est pas dans les jeux d'argent. Ça, c'est ce que nous on fait. Le online, qui est une phase qualificative à une compétition physique, pas de souci. Et le physique, où c'est pas 10 joueurs qui mettent 10 €, ça fait 100 € et tout repart en cash prize. Il faut qu'il y ait aussi un peu c'est de la compensation de frais d'organisation en fait, de la compétition. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui proposent des compétitions e-sport et qui indexent le prix d'entrée par rapport au cash prize. Est-ce que cela, pour elles, ça sera complètement interdit? Du coup, elle diminue le cash prize s'il y a moins d'inscrits. Est-ce que ça va être interdit ou ça sera toujours autorisé? On passera sous la barre de cette règle-là. Après, il faut harmoniser ça avec une subvention publique quand il y en a, avec un peu de sponsoring local quand il y en a. Et normalement, ça devrait quand même, cette règle, comme le disait Rudy Sall, être assez souple. Oui, c'est l'examen des budgets prévisionnels en fait, qui permettent de déterminer la situation. Et ça me paraît assez simple finalement à présenter pour les associations comme pour tous les organisateurs de façon générale. Et qui va examiner ces budgets? Ça, c'est la question suivante. C'est une question qui va arriver. Une autre question juste avant. Donc, si j'ai bien compris, vous proposez d'esquiver le problème de la définition de ce qu'est un jeu d'argent ou un jeu e-sport en vous concentrant sur la structure et le fonctionnement de la compétition elle-même? Exactement. Absolument, oui. Alors, c'est une solution élégante. C'est une solution élégante et on est entré sur cette question des jeux d'argent sans naïveté.
fait d'ailleurs peut-être un peu moins naïvement à la fin de la mission, parce qu'on a rencontré des acteurs du secteur des jeux d'argent d'ailleurs, hein, puisqu'on a aussi auditionné le PMU, la Française des Jeux, des organisateurs de tournois de poker. Et quand on leur parlait des jeux d'argent, on voyait leurs yeux qui brillaient. Il y a plein de gens qui sont très créatifs, qui ont plein d'idées, et la frontière, elle est ténue. Et si on veut sécuriser l'e-sport, éviter qu'un jour quelqu'un dise « Oh là là, les gars, c'est pas bien ce que vous faites, c'est un jeu d'argent », il faut qu'on ait des règles très fines. Donc la règle qu'on propose, elle permet de laisser à l'écart ceux qui veulent faire de l'argent, dont c'est le boulot, c'est correct. Quelques margoulins aussi qui voudraient autour essayer de faire un maximum d'argent, mais de façon pas très légale, ça existe aussi. Et je pense qu'avec ce qu'on propose, ce sera sécurisé, ça permettra un bon développement de l'e-sport. Il y a d'autres questions qui animent aujourd'hui, c'est la question des fédérations. Il y a eu beaucoup d'initiatives aujourd'hui en France. Aujourd'hui, aucune fédération n'est reconnue par l'État. Mais c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est dans les discussions, sachant qu'il y aura des points positifs et négatifs, les points positifs, c'est peut-être ça permettrait de développer plus vite l'e-sport, mais quelque part, est-ce que c'est pas négatif dans le sens où l'e-sport est très créative et il y a beaucoup de diversité, ça s'est construit comme ça. Et de plus, est-ce que c'est pas compliqué de créer une fédération, en sachant que, à la différence du sport, l'e-sport, les compétitions sont faites sur des jeux et les jeux appartiennent à des éditeurs. Oui, c'est bien la difficulté. Là, je dois dire que le secteur ne nous a pas beaucoup aidé parce que s'il y avait eu une organisation en fédération, ce serait beaucoup plus simple. Et surtout, lorsqu'on allait rencontrer le ministère des Sports, on aurait pu accentuer le parallèle avec le monde du sport. Bon, mais ceci étant, c'est l'histoire qui est comme ça, c'est l'environnement qui est comme ça. Et donc, on doit en tenir compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui s'appelle fédération ne fonctionne pas et n'est pas représentative de l'activité. Donc, on doit trouver une autre architecture, et c'est ce qu'on proposera d'ailleurs dans le rapport, dans la question suivante, mais on ne peut pas fédérer aussi facilement parce qu'il y a une multitude d'acteurs, et en particulier les éditeurs, et donc c'est compliqué. Ok, donc vous voulez qu'on en parle ensuite? Comme vous voulez, c'est vous les patrons. On peut en parler. Bon, moi, ça me va si on en parle maintenant de la question de la fédération. Donc, et je pense que la question qui en découle aussi, c'est quel ministère de tutelle pour le sport électronique? Alors, la question de la fédération, elle renvoie à deux choses. Quelle est l'organisation administrative qui vient contrôler ce qu'on a dit avant, comment une compétition, elle rentre sous dans le champ de l'e-sport et pas dans les jeux d'argent, et elle renvoie à l'organisation des acteurs. C'est-à-dire comment on met tout le monde autour de la table, nous tous les gens qu'on a vus pendant notre mission, comment ils se parlent. Ils se parlent déjà, de façon informelle. Mais est-ce qu'il y a un lieu qui est un peu institutionnel, où tout le monde se parle pour organiser les compétitions, parler du droit des compétitions, parler du statut des joueurs, parler des visas, toutes les questions qui ont été posées à la mission finalement. Donc il y a ce sujet-là, et il y a le ministère de tutelle. Nous, globalement, on s'est posé la question, et c'était dans la lettre de mission, est-ce que ça relève du sport ou est-ce que ça relève d'autre chose ? On dit plutôt dans le rapport que c'est quand même du côté du sport qu'il faut que ça tombe. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'analogies avec le monde du sport. Il y a des équipes, il y a des transferts, il y a de l'entraînement, il y a des managers, il y a des organisations d'événements. Ça se passe dans des stades. Il y a des équipes de foot, Wolfsburg, Beşiktaş, qui ont déjà acheté des équipes d'e-sport. Il y a des investisseurs sportifs, Shaquille O'Neal récemment, qui vient d'investir dans des équipes. C'est rediffusé sur des chaînes sportives. Ouais. À part au gaming, il y a aussi l'équipe 21 ou ESPN qui s'en occupe. Donc ça prouve qu'il y a une vraie familiarité avec les questions sportives. Et plutôt que d'aller réinventer un droit, on en parlera tout à l'heure sans doute sur d'autres sujets, plutôt que d'aller réinventer un cadre ex nihilo à partir de rien, on se dit que le cadre du sport est assez naturel. Et donc là, on comprend que le ministère de tutelle, ce serait le ministère de la jeunesse et des sports. Et est-ce que... Ça pourrait. Enfin, une proposition. On a des propositions alternatives. Soit c'est ça, soit c'est autre chose. Mais en tout cas, ça a notre faveur. Est-ce qu'il y aurait un groupement d'acteurs du milieu qui serait impliqué dans... Est-ce que vous avez des propositions vis-à-vis de ça ou... Ce sera nécessaire. Évidemment, il faut que les acteurs du milieu soient représentés
au sein d'une structure qui permette d'être un interlocuteur. Encore une fois, quand on vous a parlé de notre préférence pour la jeunesse et sport, c'est parce qu'il y a une grande similitude entre les activités, mais c'est pas fait, parce que lorsque vous parlez avec le ministère des Sports du e-sport, le fait de prononcer e-sport est déjà quelque chose qui fait du bruit dans le ministère. Hein. Donc voilà, donc on pousse tout dans cette direction-là. En tout cas, vous savez que pour la régulation, vous avez souvent entendu parler d'Argel, et nous avons évacué le sujet concernant l'activité parce que, encore une fois, l'Argel fait du bon travail. Il fait du bon travail pour le contrôle des jeux en ligne et les jeux d'argent. Argel. Bon, mais là, on n'est pas dans l'argent. On est dans autre chose. On est dans une activité sportive. Et donc, on a tout à fait compris, par les auditions qu'on a faites, que c'était un chiffon rouge. Et on l'a pris comme tel, d'ailleurs. On a fait savoir qu'il en était ainsi, de façon à pouvoir, non pas écarter parce que l'Argel ferait du mauvais travail. L'Argel fait du très bon travail dans son domaine. Mais sauf que là, je crois qu'on n'est pas dans son domaine. Et du coup, ce qui est important à rappeler, et Rudy Sall l'a fait tout à l'heure, nous ne sommes pas les patrons sur le sujet. C'est-à-dire que le gouvernement, quand il y a un sujet qui est un peu difficile, va chercher des parlementaires et leur dit, les gars, c'est compliqué, faites-moi des propositions. Vous vous souvenez, il y avait un problème entre Uber et les taxis. On allait chercher un parlementaire et qui en a dit, essayez de nous démêler ça. Bon, sur l'e-sport, c'est pareil, on est là pour démêler les choses, mais à la fin des fins, c'est le gouvernement qui tranche. Et il a nos propositions, il en fera ce qu'il veut. Deuxième remarque, notre question à nous, c'est pas de savoir si l'e-sport c'est du sport. On s'en fout. C'est du sport, c'est pas du sport, c'est une activité ludique, c'est une activité créative, c'est de l'art, on peut appeler ça comme on veut. Ce qu'on dit en revanche, c'est que le monde de l'e-sport, il présente par son organisation des caractéristiques communes avec le monde du sport, et c'est pour ça qu'il nous semble que ça penche du côté du ministère des Sports. Ok, très bien, je pense que ça répond bien à la question. Tu avais une autre question? J'avais une dernière question. Aujourd'hui, c'est le cas de très peu d'associations d'être entendues et être aidées auprès des villes, des régions ou de l'État. Est-ce que demain, les associations, les créateurs d'e-sport seront entendus au niveau des villes, régions, États? Est-ce qu'on aura des interlocuteurs? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouvait face à on ne sait pas quoi vous répondre, il n'y a aucun interlocuteur, et on se retrouvait vite rebooté parce qu'on n'avait pas de réponse à nous donner. Bon, vous êtes implanté à Lyon. D'ailleurs, j'étais venu à la finale qui s'était déroulée au Palais des Sports Gerland. Alors, vous avez des contacts avec la mairie de Lyon, puisqu'il y avait, il y avait un adjoint au maire de Lyon qui était présent, enfin du 8e arrondissement de Lyon, qui était présent et qui visiblement soutenait l'activité. Non, moi je crois qu'il y a de la part aujourd'hui des élus locaux une volonté de nouer le dialogue et de faire avancer les choses. Je suis moi-même élu à Nice, adjoint au maire de Nice, et ma volonté c'est de pouvoir créer des événements e-sport à Nice. Et on est en train d'y travailler parce que je pense que c'est une activité qui participe de l'image de la ville, d'une image jeune, sympathique, dynamique. Voilà. Et encore une fois, vous savez, parmi les élus que vous pouvez rencontrer, notamment les élus locaux, il y a une image du e-sport qui n'est pas du tout la bonne. Voilà. On pense que le e-sport, c'est des gens qui sont un peu à part, renfermés sur eux-mêmes, qui jouent avec des jeux qui sont violents, etc. Moi, j'ai été frappé, en venant à Lyon, de voir à la fois la qualité du public, la façon de se comporter, très respectueux, extrêmement convivial, beaucoup d'animation, enfin une soirée extrêmement sympathique. Et je suis sûr que beaucoup d'élus mériteraient de voir in fine, de quoi il s'agit. Et ça changerait complètement l'image du e-sport. Et vous n'y êtes pour rien, hein, mais encore une fois, il y a là quelque chose qui ne convient pas à la réalité, qui ne ressemble pas à la réalité, et nous devons les uns les autres travailler pour exprimer la réalité telle qu'elle est. Franchement, il n'y a aucun sujet là-dessus, et il n'y a aucune difficulté à organiser une manifestation de cette nature. Il n'y a pas de risque à l'ordre public, bien au contraire. Enfin, c'est quelque chose, moi, que j'ai beaucoup apprécié à Lyon, et j'entends le développer dans ma propre ville. Alors, on va bientôt passer à la question suivante, mais je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, non, mais je veux juste faire remarquer qu'il existe déjà des compétitions en France. Poitiers, on y va samedi. Avec la Gamers Assembly, une compétition qui marche, un rassemblement qui est important. Il y a la DreamHack, il y a Lyon eSport, donc il y a plein de rendez-vous. Qu'est-ce qui fait qu'une collectivité s'engage ?
Elle se dit, c'est bon pour mon territoire, ça lui fait de la publicité, ça développe du business. Et je crois que pour l'instant, il y a beaucoup d'élus, mais on l'a vu au niveau du pouvoir central, qui imaginent qu'e-sport, c'est deux mecs vautrés dans un canapé, deux boutonneux vautrés dans un canapé, qui passent leur journée avec les volets fermés. Voilà, je caricature. Mais la réalité, c'est qu'il y a un vrai travail de pédagogie sur ce qu'est l'e-sport et les opportunités pour les communes. Très bien. Bah écoutez, on va passer au sujet suivant. Kelly, merci beaucoup d'être venue. Merci. Merci à vous. Merci. Et on va aborder d'autres sujets, notamment qu'est-ce qu'il faut réguler dans le sport électronique. On va parler du statut du joueur et aussi de la télévision du CSA et probablement de plein d'autres sujets. Et pour aborder ces sujets, je vous propose d'accueillir Néo de Team Vitality. Bonsoir. Néo, bienvenue Bonsoir. chez OGaming. Merci de m'accueillir. Donc Néo, alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter Team Vitality rapidement? Alors, je m'appelle Fabien Devide, j'ai 23 ans, je suis président de Team Vitality depuis 2013. Aujourd'hui, Team Vitality est une structure française qui a la chance de collaborer avec plus de 20 joueurs professionnels sur les licences League of Legends et Call of Duty. Et voici les grandes lignes. Très bien. Alors Néo, est-ce que tu as une question pour les parlementaires? Oui, aujourd'hui j'ai une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tant que manager et en tant que gérant d'une équipe, les priorités sont aujourd'hui de structurer et sécuriser les activités en fait, de nos athlètes. Moi j'aimerais savoir si le gouvernement légifère autour du statut du joueur professionnel, pensez-vous le créer de toutes pièces ou partir d'une base déjà existante comme le statut du sportif de haut niveau? Alors, on s'est posé la question, évidemment. Il faut partir du constat parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est le statut actuellement des joueurs. En gros, on va le dire de façon un peu trash, c'est du bricolage. C'est du bricolage parce que il faut être auto-entrepreneur si on a moins de 32 K euros par an, ou alors on a une SAS. On est rémunéré pour toute autre chose que les compétitions elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des droits à l'image, on fait de la publicité, mais en fait, on n'est pas payé comme un joueur pro pour s'entraîner, pour performer en compétition. Et on complète les revenus avec du casting, avec du sponsoring. Voilà, donc les revenus d'un joueur pro aujourd'hui, c'est quand même un peu aléatoire. C'est aléatoire pour les joueurs eux-mêmes et puis pour les managers, pour les équipes qui sont obligées d'être dans une forme d'insécurité. Effectivement, il y a deux solutions. Soit on cherche un statut qui existe déjà, soit on crée ça de toutes pièces. Il nous a semblé avec Rudy Sall que c'était un peu compliqué d'aller inventer des choses alors même qu'il y avait des statuts qui existaient. Et là encore, l'analogie avec le monde sportif fait qu'il y a des statuts, des CDD dans le droit sportif qui permettent d'être transposés assez facilement, d'être utilisés pour l'e-sport. Donc nous, notre penchant, c'est plutôt de dire, écoutez, on a ça sous la main, il faut l'utiliser, et ça permettrait de résoudre tous ces soucis que je viens d'évoquer. Après, c'est au gouvernement de choisir. Oui, et puis alors il y a aussi le sujet qui est lié au statut du joueur, qui est le problème des visas. Vous voulez faire venir un joueur de Corée, par exemple, il vous faut un visa, on vous refuse le visa parce que le statut de joueur n'existe pas. Et donc on vous dit, mais il faut que vous passiez par la NPE, et vous interrogez la NPE, alors il faut qu'il parle le français, etc., etc. Et vous avez 15 000 réponses de joueurs vidéo qui se manifestent. On voit bien qu'on ne peut pas gérer cette situation comme ça. Si le statut du joueur existait, du compétiteur existait, à ce moment-là, on peut avoir une politique de visa, on peut les faire entrer, etc., tout à fait naturellement, comme ça se passe avec les sportifs. Et alors, si on choisit de prendre le statut du sportif traditionnel et qu'on se rend compte qu'il n'est pas totalement adapté, est-ce qu'on a une marge de manœuvre là-dessus? Est-ce que c'est possible de créer des variations du statut du sportif? Est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de manœuvre? Ce qu'une loi fait, une loi peut le défaire. Donc on est dans une phase où on est au début d'une réflexion, le gouvernement se saisit de cette question. Il faut dire d'ailleurs au passage qu'on a eu Valve, par exemple, un éditeur, qui nous a dit, qui ne répond pas beaucoup, semble-t-il, aux questions des gouvernements, qui nous a envoyé un beau courrier en disant, écoutez, c'est quand même sympa, parce que pour une fois qu'il y a un gouvernement qui s'en occupe, donc c'était plutôt intéressant de voir que cette démarche, elle est nouvelle. Donc on va peut-être payer les pots cassés. En tout cas, ça existe.
Ça s'approche des besoins des équipes. La question des transferts, on ne l'a pas évoqué, mais là, il y a quand même des transferts anarchiques. Les types, ils bossent. Hop, le lendemain, ils sont débauchés. Comme ce n'est pas un contrat sportif en tant que tel, ils sont débauchés, ils vont ailleurs, ils sont mieux payés. Ce n'est pas possible. On ne peut pas construire un système durable avec des règles aussi anarchiques. Donc, ce contrat-là, c'est le meilleur a priori. S'il faut l'adapter, on verra. Il faut déjà arriver à le faire adapter par le gouvernement. Est-ce que ça implique de rentrer dans le processus d'une fédération et d'un agrément du ministère des Sports, de copier ce contrat sportif? Alors, encore une fois, c'est compliqué. Encore une fois, on est là pour essayer de voir les choses de façon la plus pragmatique possible. Et le contrat sportif est quelque chose qui doit nous inspirer dans la réalisation d'un contrat spécifique pour les compétiteurs vidéo. Donc, est-ce que, in fine, ce sera le contrat sportif, est-ce que ce sera rattaché au ministère des Sports? Nous, on aurait plutôt tendance à dire c'est de ce côté-là que ça doit pencher. Après, ça va être un arbitrage du gouvernement. En tout cas, notre rapport va dans cette direction-là. Voilà. Il faut s'inspirer du contrat sportif qui est aujourd'hui le plus proche des préoccupations du sujet qui nous est présenté. D'accord. C'est d'ailleurs une réponse intéressante à une objection que quand la mission a été annoncée sur les réseaux sociaux, on a eu des tweets du type qu'est-ce que l'État vient mettre ses gros doigts sales dans l'e-sport. Il va nous piquer nos sous, ils viennent chercher de l'argent là-haut. Enfin, l'État vient essayer de piquer l'argent du business de l'e-sport. La réalité, c'est que vu des ministères, c'est tout autre chose. Et quand on a, et je trahis peut-être un secret, quand on a quelques difficultés à discuter avec le ministère des Sports sur le sujet, c'est plutôt parce qu'ils disent oulala, on voit arriver de nouveaux acteurs, ils vont nous demander de l'argent, ils vont nous demander des subventions. Donc tout le monde a peur pour ses sous, mais il nous semble que le contrat sportif en tant que tel, c'est le meilleur véhicule, comme on utilise l'expression dans le monde législatif, pour porter ça. Mais qui dit contrat dit cotisation sociale et beaucoup d'autres choses. Donc c'est quand même une structuration de la relation professionnelle qui est lourde et fine à la fois. Alors sur cet aspect droit social et cotisation sociale, on a un système qu'on propose dans le rapport qui ne coûte pas plus cher aux finances publiques. Donc le grand argentier du côté de Bercy peut dormir tranquille. C'est pas ça qui coûtera de l'argent. D'accord. Il n'y a pas que la question du contrat, puisque on le sait aujourd'hui, on est dans une situation paradoxale. C'est d'ailleurs ici chez Gaming que je l'ai appris. C'est qu'aujourd'hui, dans une compétition, vu l'absence de réglementation, on n'a pas le droit de verser les primes et les prize money officiellement, et les joueurs n'ont pas le droit de les recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas si clair que ça, hein. Non. Parce que du point de vue fiscal, on a regardé la question fiscale. Rien n'interdit de toucher ces cash prizes quand on est joueur, et rien n'interdit aux équipes, aux organisateurs de les verser. Sauf que c'est pas organisé et que tout le monde a le sentiment, en versant le chèque, qu'il est un peu dans l'illégalité et que c'est pas clair. Mais vraiment, la question de la fiscalité n'est pas la plus complexe, parce que c'est déjà organisé, il y a déjà des systèmes, bénéfices non commerciaux, assujettissement à la TVA, enfin, tout ça devrait être régulé. Mais c'est plutôt le flou d'ensemble qui est préjudiciable à la bonne organisation des compétitions et au versement des cash prizes. D'accord. Ok, et alors juste pour que les gens comprennent ce que vous avez dit sur le ministère des Sports, en fait, le ministère des Sports aurait peur de la jeunesse et des sports de s'occuper de l'e-sport, parce qu'il voit ça comme une dépense, il devrait en faire la promotion notamment, puisque le ministère de la jeunesse et des sports, c'est ce que vous dites, hein, fait la promotion et engage des ressources sur chacun des sports dont il a la charge. Oui, c'est une des craintes. C'est une des craintes, effectivement, qui a été exprimée. Ça n'est pas la seule, parce qu'ils considèrent que ça n'est pas une activité sportive et qu'ensuite, il y a une structuration en fédération qui ne correspond pas à ce qui est l'activité. Donc, c'est une deuxième opposition forte de la part du ministère des Sports. Mais voilà, on rassure là-dessus, parce qu'il faut rassurer en expliquant ce qu'est l'activité. Ok. Alors, je me pose une question. Vas-y, mais rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Par rapport au parallèle avec le sportif, il y a un autre parallèle qui aurait pu être évident, bien que ça attise beaucoup de craintes. C'est, par exemple, un joueur professionnel de poker aujourd'hui. Il a quel statut et comment il touche ses gains ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle avec ce joueur-là pour le joueur e-sport ?
Le joueur de poker aujourd'hui, quand il est français, il va habiter à Malte, en Angleterre ou à Prague. Donc si on dit on veut développer en raison de la fiscalité qui est appliquée sur On est les bien gains. d'accord. Donc si on veut développer l'e-sport et qu'on prend pour modèle un système où tout le monde se tire pour aller habiter ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen. Donc finalement, l'Argel, ça marche pas si bien que ça. Si les gens sont obligés de s'enfuir pour profiter du jeu professionnel. Non, c'est pas l'Argel. L'Argel, alors l'Argel, ça a été le chiffon rouge tout au long de la mission parce que tout le monde a dit ouais, l'Argel, c'est la catastrophe. L'Argel fait un excellent travail, mais sur les jeux en ligne. Et son boulot, c'est d'éviter que des gens mal intentionnés viennent monter des jeux en ligne, viennent faire de l'argent dans des conditions dangereuses pour les enfants avec des risques d'addiction, ou des risques d'addiction d'ailleurs aussi pour les adultes. Sauf que l'Argel, son boulot, c'est pas de développer l'e-sport et c'est pas de s'occuper de fiscalité. Et la fiscalité sur les jeux d'argent, c'est l'État qui la décide. Et l'Argel subit plutôt la fiscalité voulue par l'État qu'autre chose. Donc quand on parle de fiscalité et d'exil des joueurs de poker, c'est plus du côté de l'État qu'il faut regarder que du côté de l'Argel. D'accord. Et si l'e-sport s'est retrouvé dans l'escarcelle de l'Argel, c'est purement une question de dénomination et par défaut finalement ? Non, à écoutez, je pense encore une fois que les compétitions de jeux vidéo ne sont pas bien connues de la part des pouvoirs publics. Et donc la facilité, c'était de dire, bon, c'est une activité où il doit y avoir beaucoup d'argent. Il y a de l'argent, mais il n'y a pas ce ne sont pas des jeux d'argent. Il y a de l'argent pour organiser les manifestations, mais ce ne sont pas des jeux d'argent. Et donc, on comprend maintenant tout à fait la position du secteur et son opposition à l'Argel, parce que ça ne correspond pas à cette activité-là. Et deuxièmement, c'est pas avec l'Argel qu'on peut faire le développement de l'activité. Or, nous avons dans la mission la nécessité de faire des propositions pour développer l'activité. J'ai fait un rapport budgétaire, moi, sur les jeux vidéo il y a 2 ans. On n'est pas sur la compétition, on est sur les jeux vidéo. La France a énormément de talent dans le jeu vidéo depuis très longtemps, a de très belles entreprises. Ubisoft, qui est la 3e entreprise mondiale. Et en 10 ans, nous avons perdu 10 000 emplois. Et le Québec en a créé 20 000. Bon, eh bien, on n'a pas envie de se retrouver dans la même situation sur les compétitions de jeux vidéo dans 10 ans, en disant ben, on a loupé le coche et finalement les compétitions sont parties ailleurs. La volonté aujourd'hui du Premier ministre, et la nôtre d'ailleurs, c'est de dire il faut permettre le développement de cette activité. C'est une activité saine, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de problème. Bon, il peut y avoir des problèmes comme partout, comme dans toute activité humaine. Mais d'une façon générale, franchement, on peut réguler, on peut développer, sans problème. Et juste pour terminer sur l'Argel, on a eu 60 auditions, on a vu des quantités de gens. L'Argel, c'est ceux qui étaient les mieux préparés. Ce sont de très bons pros sur leur domaine. Et je trouve même que sur les questions d'e-sport, ils étaient meilleurs que d'autres. Donc c'est pour ça qu'ils sont invités dans le débat, parce qu'ils font bien leur boulot. Et qu'effectivement, peut-être qu'ils s'intéressaient aussi un peu à l'e-sport. On pense que ce n'est pas la bonne solution, mais ce sont de très bons professionnels. Alors, oui, on ne fera pas, nous, le procès de l'Argel, parce que l'Argel est une belle institution, sauf que là, ce n'est pas l'institution qui doit être la référence pour le sujet. Moi, je pense que... Ok, très bien, le message est clair. Et une autre entité qui fait très bien son boulot, c'est le CSA. Et alors, moi, j'aimerais beaucoup qu'on aborde ce point-là, puisqu'aujourd'hui, l'e-sport a, on va dire, un levier de développement qui n'est pas encore exploité, c'est la télévision. Ce levier n'est pas indispensable. L'e-sport avancera avec ou sans la télévision. Mais aujourd'hui, le CSA applique une réglementation qui fait que, par exemple, on n'a pas le droit de faire une émission sur l'e-sport à la télévision, enfin sur League of Legends compétitif pendant 52 minutes à la télévision, alors qu'on peut faire une émission de 52 minutes sur du foot, puisque c'est un sport. On n'a pas le droit de montrer un joueur Team Vitality, par exemple, avec ses sponsors à la télévision, puisque ce n'est pas un sport, alors qu'on peut montrer un joueur de foot avec ses sponsors. Et enfin, il y a la problématique PEGI, qui fait qu'on ne peut pas montrer de l'e-sport sur certains jeux avant 22h. Donc, est-ce que vous avez des éléments de réponse vis-à-vis de ça ? Alors oui, là c'est un très grand champ. Je pense qu'on ne sera pas trop deux interventions pour y répondre. Il y a plusieurs questions. Il y a la question du CSA qu'on a rencontré. Et le CSA, franchement, c'est un interlocuteur avec qui on a pu parler très franchement. Très ouvert. Et un certain nombre des questions que vous avez posées, quand on les écoute et quand on discute avec eux, elles trouvent très vite des réponses parce qu'ils sont assez favorables à ce qu'on lève des difficultés. Première difficulté, une émission sur l'e-sport est
considéré comme de la publicité déguisée. On fait un truc sur FIFA, pour pas le nommer. Effectivement, ça peut être pris pour de la publicité Et c'en est déguisée. d'une certaine manière. C'en est. Mais il existe des moyens, et le CSA y est favorable, pour que, à l'image de ce qui se fait pour le sport, on y revient, on revient encore au sport, à l'image de ce qui fait pour le sport, on trouve on fasse une exemption, et on dit, bah voilà, c'est de l'e-sport, c'est une compétition, donc on peut montrer un maillot, une compétition. Vous avez vu ce qui se passe sur l'équipe 21 en ce moment pour les citer. Les types, ils sont obligés de cacher les consoles, cacher les maillots, cacher les sponsors. Enfin, ça devient un peu crétin. C'est comme si on demandait au PSG de virer tous ses logos. C'est possible pour le PSG. Pourquoi ce ne serait pas possible pour une équipe d'e-sport? Donc ça, le CSA y est prêt. Un deuxième sujet concerne toutes les réglementations qui tiennent à PEGI. Donc, PEGI, c'est le système d'information européen de labellisation, mais c'est de l'information, c'est pas une interdiction qui permet de dire ce jeu, c'est 12, c'est moins de 12, moins de 16, c'est 18+. Et c'est un système qui est mis en place par les éditeurs eux-mêmes, donc c'est très très bien fichu, sauf que ça a presque une vertu bloquante dans le champ national, parce qu'un 18+, vu depuis le CSA ou vu depuis le ministère de l'Intérieur qui a reconnu PEGI, qui a intégré PEGI dans ses propres réglementations, c'est finalement reléguer l'émission qui parle d'e-sport sur une plage horaire très tardive à la télé parce que c'est trop violent. Alors que vous allez allumer votre télé à 20h30, il y a Batman qui se met des pains avec je sais pas qui, c'est quand même pas spécialement soft non plus. Donc on considère que PEGI, de ce point de vue-là, est un petit peu bloquant, c'est un bon outil, mais là aussi là aussi le CSA est prêt à bouger, décidément les autorités de régulation, là aussi le CSA est prêt à bouger en estimant qu'il y a peut-être des dérogations à faire. Et le dernier sujet, c'est le droit à l'information. Par exemple, ce qui se passe pour des exclusivités sur des matchs, mais peut-être que... Oui, là aussi, il y a une position qui est très ouverte aujourd'hui. En réalité, le CSA n'est pas opposé, mais comme l'activité n'est pas reconnue et qu'elle est même officiellement interdite, c'est très difficile pour le CSA d'avoir une position ouverte. Mais les discussions qu'on a eues avec eux sont vraiment des discussions extrêmement positives. D'ailleurs, on a demandé à ce qu'ils puissent réfléchir à une délibération pour pouvoir justement, sur ce sujet, éclaircir leur position eu égard à l'évolution législative qui est en cours aujourd'hui. Et alors là, vous avez parlé d'un point que je ne pensais pas qu'on aborderait, mais c'est le droit à l'information. Ça nous concerne directement sur Eurogaming. Est-ce que ça veut dire que si Eurogaming ou alors une chaîne de télé n'a pas les droits de retransmission, enfin si ce projet de loi passe, n'a pas les droits de retransmission d'une compétition e-sportive, parce qu'elle a été acquise par quelqu'un d'autre, on aura quand même le droit d'utiliser un certain nombre de secondes pour informer notre audience. C'est exactement le sujet. Et donc, si l'e-sport est reconnu comme un sport, ça règle ce problème. Absolument. C'est pas mal. Vous n'êtes pas venu pour rien, hein? Ah non, là, ça m'intéresse. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, c'est que l'e-sport soit reconnu comme un sport. Parce qu'on y revient encore. Non, soit reconnu comme une activité légale. Pour l'instant, encore une fois, on a dit que soit reconnu comme un sport ou comme autre chose, on s'en moque. Il faut que ce soit reconnu comme une activité qui existe. Aujourd'hui, ça n'est pas reconnu, c'est interdit. Voilà. Et il y a une tolérance. Donc, à partir du moment où vous êtes dans un système gris, dans un système juridique gris, personne ne prend de responsabilité, que ce soit le CSA, que ce soit les sponsors, personne ne veut toucher à l'activité qui n'est pas officiellement reconnue. Dès lors que ce sera reconnu, on peut déverrouiller un certain nombre de sujets, dont celui-là. D'accord. La lettre de mission, d'ailleurs, évoquait la question de la fédération sportive, parce qu'il y a ça derrière votre question. Nous, la fédération sportive, c'est pas un objectif central. On en parle dans le rapport, on le remettra après-demain à Axel Lemaire. On a une autre proposition qui est plus soft que la fédération sportive, qui permet d'inscrire l'e-sport dans ce monde du sport, sans que ça crée une obligation pour le ministère des Sports en tant que tel, sans que ce soit trop lourd. Donc il y a des moyens d'être un peu malin, de bénéficier de l'écosystème sportif, sans pour autant créer une fédération, on l'a dit tout à l'heure, qui n'aurait pas forcément beaucoup de sens dans un premier temps, vu la nature de l'activité. Il y a plein d'éditeurs différents, c'est pas une activité avec des clubs locaux, donc la fédération, c'est pas le but ultime. Et Néo, est-ce que tu as une autre question avant de... Non, mais là-dessus, je vous rejoins complètement, c'est-à-dire que la fédération aujourd'hui n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment d'encadrer et d'offrir, entre guillemets, un cadre légal finalement à notre activité, parce que c'en est une sécurité autour de nos athlètes. Nous, ce qui rend un petit peu précaire notre activité, voilà, on veut simplement et très vulgairement signer des CDD, quoi.
Et Aussi ce qu'on simple on que veut ça. rassurer là-dessus, parce que dans le secteur, la réglementation a inquiété beaucoup de monde. En disant, mais qu'est-ce que l'État vient faire là-dedans ? Attention, on va être soumis à autorisation. Non. Aujourd'hui, on n'a pas de législation. Et effectivement, donc le système est extrêmement fragile. Et vous ne pouvez pas le développer dans un contexte pareil. Dès lors qu'il y aura une législation claire, autorisant le secteur à se développer, vous pourrez vous appuyer là-dessus et tout le monde reconnaîtra l'activité comme étant une activité qui a pignon sur rue et qui est officiellement reconnue. Alors, C'est il deux va petites questions. falloir qu'on finisse rapidement. Deux C'est la petites prochaine questions. partie. Vas-y. Alors, pour revenir sur le problème de Peggy, qui est un problème intéressant parce que, effectivement, c'est une autorégulation du secteur. C'est quelque chose qui marche plutôt bien, même si on peut émettre des réserves sur le Peggy 18 qui ne correspond pas forcément à la tradition française en ce qui concerne l'étiquetage, et en particulier à celui du cinéma. Peggy, ça peut être un problème, mais l'absence de Peggy, c'est un vrai problème. Et par exemple, puisque vous citiez Valve tout à l'heure, et j'étais très intéressé de savoir qui vous ont répondu, un des jeux clés de l'e-sport aujourd'hui, c'est Dota 2, c'est Valve qui l'édite, et il n'est pas étiqueté Peggy. Tout simplement parce que c'est un jeu en ligne qui n'a jamais été distribué en France officiellement, et donc il n'y a pas de Peggy pour Dota. Donc pour Dota, c'est pas vraiment un problème, mais le jour où un autre jeu émerge dans les mêmes conditions et par exemple super violent, ça va le devenir. Sauf que du coup, si on a réussi à avoir une instance de concertation où tout le monde se parle et tout le monde est autour de la table, qui a la tutelle sur ou la responsabilité de l'organisation des compétitions dans le pays, ce sera réglé. Parce que autour de la table, on pourra se dire on le prend pas, comment on l'organise, et ça permet d'évoluer. Alors ça ne veut pas dire que le jeu va être interdit. Parce qu'il y a des gens qui jouent et qui ne sont pas dans le secteur du sport, qui ne font pas forcément des compétitions. Mais quand il s'agira de compétition, ce board, ce conseil, je ne sais pas comment on peut l'appeler, pourra délibérer de la question d'autoriser ou pas les compétitions de ce jeu-là. Moi, je pensais plutôt aux diffusions télévision, puisqu'on parlait CSA, Peggy et aux horaires. Le CSA restera compétent de toute façon. Bien sûr. D'accord. Et Ok, très une bien. autre, la dernière, toute dernière, c'est... Très rapidement, On a alors, jusqu'à ouais. minuit, hein, nous, c'est bon. Ouais. On a l'habitude des séances de nuit, vous savez. Les Nous, questions, on a des lives après, mais les questions qui fâchent, celles par exemple de la triche, du dopage, pour vous, elles relèvent aussi de l'autorégulation et de cette institution de concertation que vous appelez de vos voeux ? Bah, moi, je pense que oui. Oui, parce je que- pense que oui. Encore une fois, comme le sport et comme beaucoup d'autres activités, nous savons bien qu'il peut y avoir des dérapages. On ne les a pas constatés pendant la mission, mais dès lors que l'e-sport se développera, Il y en aura. Il y en aura. Donc, je pense qu'il faut que ce soit dans cette organisation que l'autorégulation se fasse. Il y en a déjà ailleurs, à l'étranger d'ailleurs. hein. Mais oui. En Corée du Sud, par En exemple. Corée. très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Néo d'avoir participé Merci. à cet échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, on va attaquer la dernière partie qui va être une séance de questions-réponses avec la communauté. Et pour attaquer cette dernière partie, nous avons la présence exceptionnelle sur Eurogaming TV de Charles Noah Lapassa, commentateur League of Legends. Bonjour Charles, comment ça va? Bah ça va très bien. Bon, alors vous avez répondu à énormément de questions de la communauté. J'ai fait un petit tour Je te demande tout pas à de te l'heure. présenter parce que sur Eurogaming, Sur Eurogaming, a Vas-y, priori, les gens faut quand même connaissent, te mais présenter. donc je m'appelle Charles Lapassa et de pseudonyme Noah et je suis commentateur de League of Legends chez Eurogaming TV. Donc, ce que j'ai pu retenir ce soir, c'est que tout de même, le statut, on veut principalement s'appuyer sur les statuts sportifs. Mais du coup, ce que je demande, c'est que il y avait l'air d'avoir un blocage au niveau donc, du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui avait peur de cette dépense d'argent, qui n'avait peut-être pas les ressources à allouer à, on va dire, un nouveau pôle tournant autour de l'e-sport. Mais à la fin, tout de même, le milieu de l'e-sport, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit même au niveau des nouvelles startups et des nouveaux métiers qui sont créés, n'est absolument pas, voire presque pas subventionné, ne bénéficie d'aucune aide. Et ça a l'air d'être un gros problème. Est-ce que c'est quelque chose tout de même vers lequel on se tend? Parce que le sport, qui participe un peu au rayonnement culturel d'un pays, est subventionné. Est-ce que l'e-sport pourrait bénéficier finalement des mêmes avantages que le sport? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'e-sport puisse être subventionné, en tout cas par des organismes d'État.
parce qu'encore une fois, on vous a donné la position du ministère des Sports qui est très ferme sur le sujet, et je ne pense pas que la porte puisse s'entrouvrir, et sinon, si ça n'est pas ce ministère, je ne vois pas quel autre peut s'ouvrir. En revanche, pour l'organisation de manifestations e-sport en dur, à l'extérieur, là, je pense qu'un certain nombre de collectivités territoriales sont prêtes à apporter leur soutien, soit par des subventions, soit parfois avec des apports en nature, soit la mise à disposition de salles, etc., ou l'apport d'une certaine logistique. Et là aussi, c'est quand même une façon d'aider le développement de l'e-sport sur le territoire. Je pense qu'il y a beaucoup de collectivités collectivités de mairies, de communautés d'agglomération, qui ne se sont pas encore saisies de ce sujet. Quand on voit qu'à Katowice, il y a 15 jours, il y a 110 000 personnes. Vous imaginez ce que ça rapporte localement en termes de nuitées, en termes d'hôtellerie, en termes de dépenses locales. C'est très intéressant. Et du coup, au début de la mission, on nous disait « Oh là là, l'État va venir nous faire les poches ». Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va nous donner de l'argent ? Donc l'État ne donnera sans doute pas l'argent, parce qu'en plus, dans la période, l'argent est cher. En revanche, peut-être que les collectivités locales, si elles pensent que c'est un levier de développement de leur territoire, pourront aider, comme l'a indiqué Rudy. Est-ce que vous avez, au cours de votre mission, pu estimer la taille du secteur en termes de personnes qui l'emploient et en termes de chiffre d'affaires global en France ? C'est assez difficile quand même. C'est très difficile parce que on voit bien qu'il y a autour de l'e-sport un pari sur une croissance qui est très forte. Tous ceux qu'on a rencontrés disent notre chiffre d'affaires il a été multiplié par 2 de 2014 par rapport à 2013 et par 2 de 2015 par rapport à 2014, et cette année on imagine que ça va être par 2. Donc, et ça partait de bas. Et ça partait très bas. Donc on ne sait pas, c'est difficile de savoir d'où ça partait, on ne sait pas où on va arriver, on sait que ça pousse très fort en France et partout dans le monde. Donc il y a une dimension de pari. La quantification, elle peut être permise par des études de Deloitte ou de cabinets de marketing ou d'études qui ont travaillé au plan international. Bon, c'est un peu au doigt mouillé encore. Difficile de dire combien de gens en vivent. Je pense que pour l'instant, c'est quoi ? C'est quelques dizaines en France sans doute. Après, jusqu'où ça ira ? On a vraiment le sentiment qu'il y aura une ligue pro et un circuit pro, et puis beaucoup de petits tournois amateurs, que ça finira comme ça, quoi. Okay, alors, sinon aussi, pour continuer pour revenir un petit peu sur le statut du joueur, par exemple en Amérique du Nord, il y a dans le statut du joueur des possibilités de bourse, de facilitation au niveau des cursus scolaires, parce qu'actuellement, par exemple, un étudiant qui voudrait dire j'aimerais continuer mes études à mi-temps, parce qu'en même temps je suis un sportif, je suis un e-sportif, ne peut actuellement pas le faire. Est-ce que au niveau de toutes ces instances-là, c'est des choses qui pourraient être facilitées ? En tout cas, c'est un sujet que l'on a entendu et sur lequel on attire l'attention des pouvoirs publics. Voilà. Alors, je pense que les choses ont évolué. On part de loin, hein. Voilà, on part de très très loin. Jusqu'à présent, on avait des pouvoirs publics qui étaient plutôt très hostiles à l'activité. Et aujourd'hui, on est en train de changer la tendance. Alors, à terme, je pense qu'effectivement, il faudra pouvoir permettre à un jeune qui est scolarisé de pouvoir mener de front sa scolarité et l'e-sport, avec une activité e-sportive. Pour résumer la tendance, Rudy vient de dire qu'on était dans l'hostilité. On espère qu'on va passer de l'hostilité à l'indifférence et l'indifférence à l'encouragement. Voilà. Et c'est ce chemin-là que la mission devrait permettre de parcourir. Est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, là actuellement il existe déjà des formations ou des jeunes qui sont recrutés très tôt, repérés très tôt, parce que ça commence très jeune finalement pour faire des carrières de sportifs de haut niveau. Est-ce que dans un futur lointain, avoir une filière, par exemple League of Legends, en même temps que quelqu'un qui passe un bac L, serait quelque chose possible au niveau de la structure même finalement de la scolarisation ? Ce sera un bac LOL alors. Mais on n'a pas encore tranché cette question-là. Effectivement, il y aura un sujet d'encadrement pour aider les jeunes joueurs à ne pas abandonner les études. Donc, est-ce qu'il y a un e-sport études doit être étudié ? C'est une des pistes qu'on a étudiées pendant la mission. Après, la difficulté, c'est aussi peut-être de protéger un certain nombre de mineurs du rêve du statut de gamer pro, parce qu'il y a beaucoup de candidats et il y a peut-être peu d'élus à la fin. Donc ça aussi, c'est un sujet. Je crois qu'il faut qu'on aille pas à pas dans cette affaire. On ne va pas tout régler maintenant. On vient de très loin. L'activité aujourd'hui est illégale. Elle est tolérée. On veut maintenant lui donner un cadre légal, lui permettre de se développer. Et puis après, nous aurons à étudier toutes ces questions-là qui en découlent. Mais si on arrive en disant, voilà,
on va vous présenter tout ce gros paquet. Alors là, pour le coup, on va vraiment commencer à inquiéter beaucoup. Or, nous, on est là pour rassurer tout le monde, pour dire cette activité, elle est valable, elle doit se développer. Il faut qu'on décadenasse aujourd'hui le système et il ne faut pas trop charger la barque d'un coup, mais ça découlera automatiquement dès lors que nous aurons ce statut légal et que nous aurons une activité qui se développera. Mais il faut faire attention aussi dans la présentation des choses, de part et d'autre. Et du côté des pouvoirs publics, croyez-moi, on a dû faire preuve de beaucoup de diplomatie, en même temps être très punchy pour pouvoir faire bouger les choses, mais il ne faut pas effrayer. Hein. Et où étaient les résistances les plus dures ou les incompréhensions les plus marquées? On a dit qu'on balançait pas. On s'est engagé à pas balancer. Moi, j'ai rien dit. Donc il y en a. C'est-à-dire, quelles sont les chances que que les points de ce rapport soient refusés Écoutez, je ne vais pas dire qu'il y avait des résistances. Il y a beaucoup d'incompréhension. Je crois que... Et de méconnaissance de la part des pouvoirs publics. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions, mais de la méconnaissance, certainement. Et donc, du coup, on fait progresser les choses dans ce domaine-là. Et elles sont en train de progresser. Et je peux vous dire que si le Premier ministre a souhaité qu'il y ait un rapport, ce n'est pas pour que ce rapport aille aux oubliettes. Ce rapport, il a vocation à servir de fil conducteur au débat qui va se dérouler au Sénat au mois d'avril. Nous recevons la semaine prochaine, ou nous sommes reçus plutôt la semaine prochaine par le rapporteur du Sénat, qui souhaite effectivement nous entendre pour parler du rapport. C'est pas simplement parce qu'il a envie de nous rencontrer, c'est parce qu'il a envie de s'appuyer sur le rapport pour pouvoir développer le débat au Sénat sur des bases différentes du débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale, où là l'incompréhension elle est sortie au grand jour et où personne ne se comprenait plus, où les députés essayaient de faire avancer les choses et où le gouvernement ne comprenait pas et disait c'est pas possible. Et finalement le Premier ministre a eu la sagesse de dire bon, on arrête là. On met 2 parlementaires sur le coup pendant 2 mois, 3 mois. On va prendre les meilleurs. Ils ont pris évidemment les meilleurs, mais pas de problème. Mais surtout, on a aujourd'hui, nous, des idées beaucoup plus claires qu'on les avait il y a 3 mois où on découvrait le sujet. Si on s'était retrouvés, nous, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, sur le même sujet il y a 3 mois, on n'aurait probablement pas le même discours qu'on a aujourd'hui parce qu'on ne connaissait pas le sujet comme on le connaît maintenant. Mais pour parler de façon un peu triviale, sur le sujet, la plupart des pouvoirs publics sont à 10 000 des côtes. Hein. Les gens sont complètement perdus. Imaginez... vous ne pouvez pas l'imaginer, mais que des gens puissent regarder des parties de League of Legends ou de StarCraft, la plupart des gens tombent de leur chaise, parce qu'ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et une autre moitié de la population imagine que l'e-sport c'est simplement des matchs de foot sur écran comme les matchs de foot en vrai. Donc voilà, c'est une activité qui est très très méconnue et qui mérite d'être développée, d'être vulgarisée au sens le plus noble du terme pour qu'elle puisse être encouragée. Et une question personnelle, mais pourquoi vous? Parce que vous nous avez dit en introduction de l'émission que vous aviez été désigné, mais je suppose que vous êtes porté volontaire. On a déjà répondu à cette question. Parce qu'on était très affûtés sur la question. Je pense que Rudy... Alors, moi, je pense que c'est parce que j'ai fait ce rapport sur les jeux vidéo il y a 2 ans, le rapport budgétaire. Je pense que c'est ça qui a dû attirer l'attention. Vous remarquerez aussi que c'est un député, un sénateur, et un député centriste et un sénateur socialiste. Hein, donc, en plus... c'est pas une question de clivage politique. Hein. Et on s'est retrouvés sur tout. Et on s'est retrouvés sur tout, et voilà, on a écrit le rapport à 2 mains. Donc, franchement, je trouve que c'est la bonne méthode. Et ça montre aussi d'ailleurs que le Parlement, c'est pas non plus toujours ce qu'on en dit, parce que comme l'e-sport, le Parlement n'a pas toujours une très bonne image. Et on essaie de lutter contre ça pour montrer qu'il y a aussi des gens qui travaillent, et c'est d'ailleurs le cas de la grande majorité des parlementaires, et qui font un travail sérieux autant que possible. Et là, on s'est complètement immergé sur le sujet pendant 3 mois, voilà, non pas pour devenir des spécialistes, pour essayer de comprendre et faire des propositions. Voilà. Et je crois que c'est bien, à la fois pour l'activité dont on parle, mais aussi pour le Parlement, pour montrer que on sert à quelque chose malgré tout ce que certains disent. Et d'ailleurs, moi, ça m'a permis de me remettre à FIFA et d'essayer de répondre aux défis que mon fils m'envoie. Et je pense qu'ils ont choisi un sénateur un peu plus jeune que la moyenne pour faire bonne mesure dans le monde de l'e-sport. Mais attention, parce qu'on a hésité à vous faire jouer une partie de Street Fighter. On prend qui veut. Ah, vous êtes prêts? Ouais. Okay. Et ce serait quel jeu alors? Votre jeu de prédilection, FIFA. Attention, il y a une émission de FIFA là-haut tout à l'heure. Oui, il y a une émission de FIFA, c'est dangereux. dangereux. On peut être nul aussi. Hein, et aussi des pros. Ok. Et vous, Monsieur Salle, votre jeu de prédilection Écoutez, moi je regarde FIFA.
Ok. Alors, est-ce que, avant que l'émission se finisse, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a des points qui n'ont pas été abordés et que des points de votre rapport que vous souhaiteriez évoquer? Rudy Sall l'a dit au début de l'émission, la lettre de mission du Premier ministre, elle était sur un volet risque, argent, dépendance, blanchiment, financement du terrorisme, lutte contre les addictions, mais les jeux d'argent, c'est ça aussi. Ça existe vraiment comme ça marche comme ça. Donc tous ces aspects-là, il fallait qu'on les prenne en compte. Donc ça, c'était les risques. Et puis le volet développement. Et là, ce soir, on ne vous a parlé que du volet développement. Mais il ne faut pas méconnaître par ailleurs qu'il y a un certain nombre de risques qui existent. Donc on n'en parle pas parce que pour nous, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et puis on a envie que ça marche. Et puis on a vu la communauté, c'est des gens sympas, c'est des passionnés. Ça donne plutôt envie. Il ne faut pas être naïf, notamment, je pense à l'aspect argent, moi c'est ce qui m'a vraiment éclairé. On se disait quand on a défini les règles, ça va être facile. Et puis on voit quand même que sur le web, il y a quand même des gens qui sont super malins et qu'il faut être prudent dans ce qu'on fait. Notamment quand on a vu des développeurs de jeux en ligne, jeux d'argent en ligne. Les types, ils sont super affûtés, ils sont très créatifs, très imaginatifs. Donc la moindre brèche législative, elle peut être exploitée pour faire des choses qui ne sont pas bien. Et donc on comprend mieux après coup pourquoi un certain nombre de décideurs publics étaient très vigilants et ne voulaient pas qu'on touche trop la loi ou qu'avec la main tremblante pour éviter de faire des bêtises, parce que effectivement un tout petit article qui est modifié, ça peut permettre à certains acteurs mal intentionnés de faire beaucoup de mal. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... C'est pas la meilleure conclusion d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas très positive, mais en tout cas nous on est pour l'encouragement. Absolument. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je pense que ça a éclairé pas mal de gens. Merci à toi, Yvon Godet, d'avoir participé à ces échanges. Merci aux 3 invités. Donc, Merci à toi, Adrien. Charles Lapassa, nous avons aussi Néo et nous avions Kelly de la Lyon eSport. Merci à vous de nous avoir suivis. Et donc, les chaînes au gaming vont reprendre leur programmation respective. Bonne soirée, à bientôt. Merci à vous.